Cela fait maintenant plusieurs semaines que la dette française, souvent qualifiée de colossale, est au cœur des débats. Ce sujet d'ailleurs a été abordé par le nouveau Premier ministre Michel Barnier qui, lors de son discours à l'Assemblée nationale, a décrit cette dette comme une véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus de la France. Et oui, rien que ça. Mais de quoi parlons-nous exactement? Pourquoi la France est-elle si endettée? Et quelles sont les propositions pour y remédier, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite? Et surtout, quels seront les impacts sur l'économie française, voire sur l'ensemble de l'Europe, tant de cette dette que des actions qui vont être menées en place pour la réduire. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur, et aujourd'hui nous allons parler de la dette publique française. Alors, oui, c'est une dette colossale, on va parler des chiffres, on va parler du contexte. La dette publique de la France s'élève aujourd'hui à 3 228 milliards d'euros et c'est un nouveau record. Cela représente 112% du produit intérieur brut, c'est-à-dire le PIB. C'est-à-dire concrètement que la France doit plus qu'une année entière de production de richesse économique. Mais vraiment, la question qu'il va falloir se poser, c'est comment en sommes-nous arrivés là? Et là-dessus, il y a plusieurs opinions. La dette publique, c'est clairement l'ensemble des emprunts contractés par l'État pour financer ses dépenses lorsque ses recettes, par exemple les impôts, les taxes, etc., sont insuffisantes. Parmi ces dépenses, on retrouve les salaires des fonctionnaires, les prestations sociales, les budgets alloués à des secteurs essentiels comme la justice, la police ou encore l'éducation. Mais lorsque les dépenses dépassent les recettes, on a un déficit qui se crée. Et pour combler ce déficit, l'État doit emprunter. Cela se fait principalement par l'émission d'obligations d'État, des titres achetés par des investisseurs tels que des banques, des fonds d'investissement et d'autres pays, ou même pourquoi pas des particuliers, sans forcément qu'ils soient au courant, ça on le verra un petit peu plus tard. Mais je pense que tous ces beaux chiffres ne servent à rien si on ne les compare pas à quelque chose qui est comparable. Et donc je vous propose de le comparer notamment avec l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Parce que c'est globalement un des pays les plus importants de l'Europe, au même titre que la France, et c'est intéressant de comparer les deux. Les deux qui sont différents sur certains points, mais en tout cas, ça nous donne une belle base de comparaison. Et si on compare la France à celle de l'Allemagne, la situation est bien différente. Alors que la dette publique française, comme je vous l'ai dit, avoisine les 112% du PIB, celle de l'Allemagne reste bien plus maîtrisée, autour des 60% du PIB. Cette différence s'explique par des politiques budgétaires très rigoureuses en Allemagne, mais aussi par une croissance économique beaucoup plus stable. En 2023, par exemple, la France a affiché une croissance de 0,5%, tandis que l'Allemagne, malgré une légère récession, parvenait, elle, à stabiliser ses finances publiques. La gestion plus prudente des dépenses et des réformes structurelles qui ont été effectuées par l'Allemagne lui permettent principalement de maintenir une dette relativement faible, malgré le fait que maintenant elle a des difficultés économiques à cause principalement de son manque d'accès à l'énergie, mais ça c'est encore une autre histoire, on en parlera plus tard. Je pense aussi il est important de parler de la dette, pour plusieurs raisons. C'est parce que on parle de dette, on parle de catastrophe, on parle de fin de budget au niveau de la France, et que peut-être la France fera défaut. Et je pense que le meilleur exemple, c'est celui qui a été le plus proche, c'est la Grèce, qui illustre bien ce qui peut se passer lorsqu'un pays n'arrive plus à maîtriser sa dette. En 2010, pour vous donner un ordre d'idée, la Grèce, dont la dette avait atteint déjà 180% du PIB, d'accord, c'est pas 112, c'est 180%, elle est entrée dans une crise profonde, et des mesures d'ailleurs d'austérité drastiques ont été imposées par ses créanciers, dont principalement le FMI qui a demandé un réajustement, et ça a provoqué une grave récession économique, une explosion de chômage, une augmentation des taux de suicide. C'est pas rien, c'est compliqué, et la Grèce a dû faire face à des années de sacrifices économiques avec des populations plongées dans l'extrême pauvreté, et ça, c'est une réalité, et c'est l'impact, justement, d'un non-contrôle de la dette. Et ça, c'est vraiment important. Parce que le non-contrôle de la dette, on verra un petit peu plus tard, vient du fait que, oui, c'est la gestion, mais aussi la confiance que les marchés ont par rapport au pays que l'on est, parce qu'on n'oublie pas que la dette, on la finance, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être des particuliers, mais c'est aussi beaucoup de grosses institutions financières qui sont internationales. Le cadre posé, je pense qu'il est temps de revenir en France. Il faut noter que le pays, la France, est en déficit budgétaire chaque année depuis 1975. Alors oui, ça fait longtemps. En effet, on a l'habitude. Autrement dit, cela fait près de 50 ans que la France dépense plus qu'elle ne gagne. Alors ce déficit chronique couplé à une absence de réformes de grande ampleur pour réduire des dépenses publiques, ou encore peut-être essayer de dynamiser la croissance, explique en partie pourquoi la dette a atteint
de tel niveau. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une généralité? Non. Il y a des choses qui ont été essayées, mais à chaque fois, ça n'a pas fonctionné. Et oui, on a un ensemble d'actions qui ont été effectuées, que ce soit de droite ou de gauche, pour essayer, 1, de diminuer cette dette, 2, de relancer l'économie, bref, de faire un melting pot de toutes les actions. Bref, il y en a très peu qui ont fonctionné, pour ne pas dire aucune. Et on se retrouve actuellement avec une dette de 6%. 6% du PIB. Alors officiellement, les États membres de l'Union Européenne sont censés tenir et maintenir leur déficit public en dessous de 3% de leur PIB. Sauf que, en réalité, il y a des circonstances exceptionnelles qui permettent de dépasser ce seuil, et justement, c'est au cœur du débat qu'on est en train d'avoir. D'ailleurs, ces 3%, j'aimerais bien revenir dessus, parce que peu de personnes le savent, mais leur origine est juste totalement hasardeuse et grotesque, pour ne pas dire. Globalement, l'origine des 3% du PIB est vraiment étonnante, parce qu'en 1981, les dépenses publiques de la France s'envolent, et le président de la République, à l'époque François Mitterrand, cherche à éviter une hausse de la dette publique, qui augmente au fur et à mesure que le déficit s'accumule. On était déjà dans cette optique vraiment d'accumulation de la dette, et un seuil était vraiment important, il a été passé, c'est les 100 milliards de déficit. Alors, expliquer à la population que l'État allait faire 100 milliards de déficit, c'était très compliqué. Sauf qu'on prend ces 100 milliards et on les compare au PIB et on fait « Ah, bah ça fait 3%. » Bon bah c'est quand même beaucoup plus simple à annoncer à la télévision de dire que globalement nous sommes à 3% du PIB et c'est ce qu'il faut. Et ça c'est très important, c'est la naissance des 3%, totalement arbitraire, et qui vient d'une facilité à annoncer un chiffre qui était compliqué. C'est sûr que 3% ça passe beaucoup mieux que 100 milliards de déficit. Il faut comprendre qu'il n'y a aucune base vraiment économique par rapport à ça. Donc on prend du recul et on va revenir à nos affaires. On est dans les alentours, comme je vous l'ai dit, des 6% du PIB. Mais il faut rappeler que la France est en déficit tous les ans, sans exception, comme je l'ai dit, depuis 1975. Bon, c'est pas la seule. Si vous posez la question, quasiment tous les pays du monde entier ont une dette, et c'est quelque chose, entre guillemets, de normal et qui est extrêmement fréquent. Mais par contre, ce qui n'est pas fréquent, c'est pourquoi il y a autant de différences entre les États, et c'est la question, justement, de la gestion de cette dette, qui est toujours très compliquée. Le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, déclarait en mars dernier que la France n'est pas en faillite, selon lui. En tout cas, il n'y a pas de problème de soutenabilité de la dette, autrement dit, même si ça se tend, et que effectivement c'est une dette extrêmement importante, il n'y a pas de risque, en tout cas à court terme. À part, en effet, qu'elle grandit au fil des années. Mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est que globalement, la dette en elle-même est présentée de cette façon-là, si vous l'avez bien compris, n'est juste qu'une représentation fictive qui ne repose sur aucune réalité économique. Et il faut comprendre aussi la notion et le principe de trappe à dette. Contrairement à un particulier, un État ne peut pas faire faillite de la même manière. Il peut rouler sa dette, c'est-à-dire emprunter à nouveau pour rembourser ses précédents emprunts, y compris les intérêts. Cependant, cela peut devenir problématique si les taux d'intérêt augmentent, ça alourdit grandement le fardeau de la dette, et c'est ce que l'on appelle justement une trappe à dette. Plus un État peine à rembourser sa dette, plus les taux d'emprunt augmentent, ce qui rend le remboursement de plus en plus difficile. Et c'est un cercle vicieux, je pense que vous l'avez bien compris, dans lequel il est crucial d'éviter de tomber, parce qu'une fois dedans, c'est quasiment impossible d'en ressortir, à part une faillite étatique, et donc une crise de la dette souveraine européenne. Prenons un exemple concret. Supposons que les agences de notation comme Fitch et Moody's dégradent la note de la dette française en raison de l'instabilité politique et de l'ampleur de celle-ci. Si cela se produit, les taux d'intérêt augmenteront, ce qui signifie que la France devra emprunter sur des coûts plus élevés et peut-être même dépassera les 120% du PIB, voire même peut-être plus, aggravant encore plus la situation et qui renforcera peut-être le risque d'une prochaine dégradation par ces mêmes agences. Encore une fois, c'est le principe de la trappe à dette. En ce moment, la situation économique et politique en France est particulièrement tendue. La taille justement de cette dette publique et la capacité du gouvernement à la maîtriser sont des sources d'inquiétude. Les prochaines évaluations de ces agences de notation sont cruciales, vous l'avez compris, et justement, c'est bientôt. Quand je dis bientôt, c'est très bientôt. Nous avons Fitch qui doit donner son avis le 11 octobre, Moody's le 25 octobre, et il est fort probable que la note de la dette française soit dégradée par justement l'instabilité politique et les réformes incertaines pour maintenir une dette de taille normale et justement ne plus être classée dans la partie colossale. Je vous rappelle que le FMI avait alerté la France il y a de ça quelques mois et avait demandé des actions concrètes pour pouvoir endiguer l'augmentation de cette dette, chose qui n'est pas encore faite et qui rentre justement en discussion.
Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Que va-t-il se passer si la note de la France est abaissée? Ça va signifier que les investisseurs considèrent que prêter de l'argent à la France est plus risqué. Et en conséquence, les taux vont augmenter, ça je l'ai dit, et ça signifie aussi qu'il sera beaucoup plus compliqué de trouver des acheteurs, parce qu'elle sera plus chère, et que aussi un certain nombre d'acteurs refusent d'acheter de la dette qui n'est plus classée justement sans risque, et donc on a beaucoup plus de mal à trouver des personnes qui sont enclins à nous prêter de l'argent pour continuer justement, à financer les dépenses de notre État. Et si jamais ça arrive, il y a de grandes chances qu'on tombe assez rapidement dans la trappe à tête, et c'est ce qu'il faut impérativement surveiller. L'état de la dégradation de la note, et surtout ce qui va se passer par la suite. Mais gardez bien en tête que ce n'est pas tout, et il y a d'autres éléments qui vont entrer en compte, et on va les aborder un petit peu après. Il faut aussi prendre en considération que pour aggraver le tout, environ 50% de la dette publique française est détenue par des créanciers étrangers, notamment des fonds de pension, des banques et d'autres institutions internationales, ou pays comme par exemple le Japon. Alors cette dépendance à l'égard des marchés internationaux est un vecteur clairement de vulnérabilité, parce que si les investisseurs étrangers perdent confiance dans la capacité de la France à rembourser sa dette, ils pourraient exiger des taux d'intérêt plus importants et surtout vendre de la dette française, et d'ailleurs ce qui a été fait par les Japonais il y a peu de temps, et oui, ils ont vendu 9,2 milliards de dollars de titres de la dette française en juillet 2024. Alors on va revenir sur ce sujet dans peu de temps, mais avant il faut se poser la question d'où vient cette dette, pourquoi est-il si importante? Alors du coup l'opposition, notamment à gauche, ne manque pas de critiquer le gouvernement actuel et sa gestion, et surtout l'ancien gouvernement avant d'être remplacé par Michel Barnier. Deux raisons principales sont souvent avancées. La première, c'est la pandémie du Covid-19 et une période que l'on connaît tous, marquée par des grandes difficultés économiques et notamment la crise inflationniste. Là-dessus, l'État a dû déployer d'énormes moyens financiers sans pour autant bénéficier d'un retour équivalent en termes de recettes. Et oui, une augmentation forte des dépenses et à côté, une baisse des recettes. La seconde raison souvent donnée est la crise énergétique en Europe, aggravée par la guerre en Ukraine, et ces événements ont en partie, mais seulement en partie, contribué à l'augmentation de cette dette. Et oui, parce que quand on compare d'autres pays européens qui ont traversé les mêmes crises, on constate que la situation de la France est bien plus préoccupante. En effet, entre 2020 et 2023, la dette publique française a augmenté presque de 3 fois plus vite que celle de nos voisins européens. C'est là que le débat politique prend tout son sens. L'opposition en particulier accuse le gouvernement d'Emmanuel Macron d'une mauvaise gestion économique, exacerbant ainsi la dette. Sur les partis politiques, l'analyse de ces situations varie et les situations proposées aussi pour y remédier divergent énormément. On va passer en revue d'ailleurs différentes solutions et réflexions pour voir leur impact et si cela peut vraiment nous faire sortir de la situation où nous sommes. On va commencer par la première, c'est une réduction de la dépense publique. En effet, Michel Barnier propose une réduction significative des dépenses publiques qui représente environ 2/3 des efforts nécessaires pour réduire la dette. L'objectif est de simplifier le fonctionnement de l'État en supprimant ce qui est perçu comme superflu, notamment dans la fonction publique et les aides sociales. La deuxième chose, c'est la mesure fiscale temporaire. Une taxation temporaire plus ciblée serait appliquée aux grandes entreprises qui réalisent des profits importants ainsi qu'aux foyers les plus fortunés. Cela concernerait environ 65 000 foyers. Ah oui, ça fait quand même assez peu. Ensuite, nous avons la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Le gouvernement souhaite intensifier la lutte contre la fraude fiscale et sociale qui pourrait justement rapporter entre 60 et 80 milliards d'euros par an pour la première et environ 13 milliards d'euros pour la seconde. La quatrième, c'est la réduction des dépenses publiques par rapport à l'impact social. Notamment les Républicains et plus généralement la droite estiment qu'il est nécessaire de réduire les dépenses de l'État pour gagner en efficacité. Cependant, leurs opposants mettent en garde contre les conséquences sociales graves, prenant l'exemple de la Grèce, où de sévères coupes budgétaires ont plongé de nombreux citoyens dans la pauvreté. Ensuite, nous avons la réduction des taxes pour les entreprises. Un autre axe récurrent des propositions de la droite, c'est la réduction des taxes qui pèsent sur les entreprises, dans le but de stimuler l'investissement et la création d'emplois. Là-dessus, cette approche est censée relancer l'économie en augmentant les recettes fiscales. En effet, si les entreprises font plus de recettes, à ce moment-là, en effet, il y a plus de taxes in fine. Par contre, je pense que ce n'est pas aussi simple, on le reverra un petit peu après. Ensuite, nous avons la fiscalité des grandes entreprises et des plus riches. À gauche, la proposition la plus marquante est d'augmenter la fiscalité des grandes entreprises, et notamment des ménages les plus riches, aussi avec une taxe patrimoine, les dividendes et les super profits.
Là-dessus, c'est assez simple, mais la notion des dividendes est très particulière, parce que ça va impacter la flat tax, et la flat tax, c'est aussi celle que nous avons, par exemple, dans les investissements crypto, et pas que en étant une super fortune ou faisant partie des plus riches. À partir du moment où on a des actions, où on a de la plus-value, que ce soit en actions, en crypto, peu importe, on aura certainement une augmentation de la flat tax, et donc des impôts qui seront prélevés. Et la dernière des choses, qui pour moi est la plus grave, on va revenir en quelques instants dessus, c'est l'annulation partielle de la dette. Certains économistes et politiques justement de la gauche suggèrent que renégocier ou même annuler une partie de la dette française, en particulier celle détenue par la Banque Centrale Européenne, la BCE, devrait offrir une marge de manœuvre plus importante pour l'économie nationale. Alors oui, cette dernière est très alléchante, mais a beaucoup de risques, on va revenir dans quelques instants. Maintenant que tout ça est dit, je vais vous donner mon point de vue, globalement qui n'engage que moi, et je vais vraiment vous donner ma vision qui est basée de ce que j'ai pu voir en plus de 15 ans dans le monde entrepreneurial, avec quelques exemples. Et oui, je ne suis pas tout jeune, enfin, tout est une question de perspective, mais pour moi, il y a vraiment 3 points qui sont importants dans tout ça. La première, c'est les abus. Peu importe ce que l'on dit, peu importe ce qu'on touche, il y a des abus à tous les niveaux. Et je vais vous parler d'un exemple que je connais bien, mais encore une fois, ce n'est qu'un exemple, et je pense que c'est quelque chose que l'on retrouve absolument partout, dans toutes les aides étatiques. On va parler du CIR et du C2IR. Peut-être ça ne vous parle pas, mais c'est le crédit pour l'innovation et pour la recherche. Concrètement, c'est une aide importante pour les sociétés françaises qui permet de favoriser l'innovation et la recherche, et ça donne un avantage concurrentiel. Mais la réalité, c'est que c'est devenu un véritable business juteux, où un grand nombre de sociétés, pas toutes, mais un nombre suffisant et suffisamment important pour être noté, abusent de cette aide. On va même jusqu'à tordre la notion d'innovation pour faire passer des choses qui ne devraient absolument pas en être pour récupérer une partie de cette manne et de cette aide financière étatique. Et cela fait même partie intégrante de certains business plans qui tournent presque uniquement autour de ça. Il y a même des agences peu scrupuleuses qui sont spécialisées là-dedans. Et encore une fois, pour moi, c'est la représentation réelle de la problématique que l'on a. Ce n'est pas tant les aides en eux-mêmes, c'est la façon dans laquelle elles sont attribuées et la façon dans laquelle elles sont détournées. Et cela m'amène au point 2. Peu importe ce que l'on fait, il faut contrôler et valider l'attribution de chaque chose. C'est certainement le plus compliqué dans notre état à mettre en place, au vu de notre architecture tant financière que administrative. Tout est compliqué, long et fastidieux chez nous, ça on le sait déjà fortement. Et le plus important, c'est donner confiance. Pour moi, c'est vraiment le dernier point, c'est il faut donner confiance, et c'est vraiment primordial. On doit donner confiance tant aux entreprises françaises, car ce sont elles qui portent la croissance, mais il faut aussi donner la confiance aux investisseurs extérieurs, et notamment les investisseurs étrangers. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous devons gagner vraiment de l'attractivité en arrêtant d'être le mauvais élève de la classe avec notre gestion et nos impôts totalement délirants. Il faut arrêter de mentir en disant qu'on va vers une augmentation temporaire de certains impôts. On sait très bien ce que cela signifie chez nous, une augmentation temporaire. On l'a vu avec la CRDS, qui devait être elle aussi temporaire pour résorber l'endettement de la sécurité sociale. Magnifique, et ça, c'était en 1996. Bref, on l'a toujours et elle a augmenté. Donc on sait ce qui va se passer, mais ce n'est pas une excuse pour continuer ce que l'on fait. Et ce qui me dérange vraiment le plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est concrètement l'idée d'annuler la dette française auprès de la BCE, de la Banque Centrale Européenne. Et je vous explique pourquoi. Et pourquoi c'est grave pour vous. On parle de 600 milliards d'euros. C'est possible à annuler, oui, mais concrètement, pourquoi la BCE en possède-t-elle et qu'est-ce que cela implique pour nous? C'est important de comprendre vraiment les finalités et ce qui va se passer et pourquoi on a ce type de discussion sans forcément parler des conséquences. La BCE n'a pas le droit officiellement d'acheter directement de la dette des pays européens. Mais alors, comment ça se fait qu'elle en possède? Tout simplement, elle oblige les banques, comme la BNP, la Société Générale, à en acheter, puis elle la leur achètent. Et oui, tout simplement. C'est-à-dire qu'officiellement, ils n'ont pas acheté un État, mais par contre, ils ont acheté une banque qui l'a acheté à un État. Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est limite, mais depuis la chute de la Grèce, on n'a pas trouvé comment faire autrement pour réduire notre dette, ou en tout cas, financer les États qui essaient ou non de réduire leur dette. Mais concrètement, si c'est possible, pourquoi ce n'est pas une bonne idée? Bah oui, imaginez, on tire un trait sur 20% de la dette, c'est toujours ça de moins, vous ne pensez pas? Surtout que la BCE, c'est la Banque Centrale Européenne, donc elle imprime l'euro, donc on ne devrait rien à personne, bref, simple, c'est efficace, on tire un trait, on oublie, et c'est 600 milliards de moins. Alors oui, mais non. Pour faire le plus simple possible, il faut comprendre que même si c'est possible d'annuler cette dette, ce n'est pas
faisable, concrètement, car cela enverrait un signal très négatif au niveau des marchés financiers. Vous vous souvenez de cette notion de confiance que je vous ai donnée tout à l'heure? Eh bien, elle s'applique ici. Achèteriez-vous de la dette à quelqu'un qui n'honore pas une partie de celle-ci, et surtout qui ne fait rien pour essayer de l'honorer? Je pense que non. Clairement, c'est ce qui va se passer sur les marchés, donc la dette française n'aura plus de valeur. Clairement et simplement, les acteurs se mettront à la vendre, et bien plus qu'un manque de financement dans les prochains budgets, ce sont des fonds monétaires, des banques, des institutions financières qui sont déjà obligés d'avoir une part de dette française dans leurs comptes qui vont subir une perte. Et on parlera clairement de risque bancaire systémique. Pour faire, encore une fois, simple, imaginez bien que si tout le monde vend la dette et que personne l'achète, ça veut dire que son prix va drastiquement diminuer et qui ont épargné en possédant de la dette, vont voir leur épargne fondre comme neige au soleil. Et ça, je parle des grosses institutions, je parle des banques, ce qui est déjà risqué, très risqué, mais je parle aussi de vous, tout simplement, de moi, peut-être, enfin, peut-être pas, parce que je n'ai pas d'assurance vie, et si vous en avez une, vous avez très certainement une partie de dette européenne. Encore une fois, une grande partie de ces placements sont effectués sur les dettes européennes, et donc vous êtes à risque par rapport à ça. Alors je vous avoue que la situation de la France est clairement dramatique et vraiment compliquée à gérer, car il n'y a pas pour moi de solution magique, et encore moins de solution facile. Et la France pourrait à tout moment entraîner aussi l'euro et l'Europe avec elle. Donc il faut impérativement faire attention, car oui, la France est un des pays piliers de l'Europe, et donc forcément tout ce qui arrivera à la France pourrait impacter directement l'Europe tout entier. Il est donc important et opportun de prévoir certaines portes de sortie. Personnellement, j'ai des francs suisses, j'ai des cryptos, et je pense que Bitcoin est une des solutions parmi d'autres pour se couvrir sur ce type de risque. Car si jamais la France fait faillite, je peux vous assurer que ce sera beaucoup plus compliqué que la Grèce. On n'en est pas là, c'est sûr, mais les prochains mois et les prochaines années seront critiques et nous n'aurons pas le droit à l'erreur. Et on va le dire, on n'est pas les spécialistes de ne pas faire d'erreur. Pour finir, j'aimerais vous rappeler que tout n'est pas aussi noir qu'on nous le dépeint. La dette est un problème, certes, on en a conscience déjà depuis plusieurs années, mais nous avons plusieurs cartes à jouer. Par contre, doit-on attendre que les politiques les jouent à notre place? C'est la grande question qu'il va falloir se poser. Personnellement, j'ai préféré me protéger des erreurs futures et des erreurs de nos politiques. Ce n'est pas comme si nous n'avions raté qu'une seule fois par le passé. Et c'est pour ça que j'ai structuré derrière des investissements, principalement en crypto et en dehors de la zone euro. Et si ça vous intéresse d'avoir une stratégie autour de la crypto, il faut impérativement être préparé et avoir une stratégie claire. C'est un environnement qui est à part, qui est excessivement volatile, mais en même temps qui offre des grosses opportunités si on sait mettre en place une stratégie d'investissement. D'ailleurs, en commentaire et en description, vous retrouverez ma méthode d'investissement avec les différentes étapes. C'est gratuit et c'est en commentaire en description. En attendant, je vous invite à faire le point sur votre situation, analyser les risques de votre patrimoine. Le but n'est pas d'avoir raison, encore une fois, mais d'être préparé. Et cela vaut bien pour les Français que pour toute personne exposée de près ou de loin à l'euro. Car peu importe les choix qui seront faits et mis en place, rien ne se passera sans difficulté ni en douceur. Encore une fois, l'idée n'est pas d'avoir peur, mais juste d'être préparé et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ensuite, c'est à vous de voir quel œuf et quel panier vous choisirez. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a simplifié la compréhension de ce qui est en train de se passer. Si c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.